Bonsoir à tous. Effectivement. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bernard, est-ce que tu veux que je m'occupe de la présentation? Oui, Je moi commence. je voulais juste dire un mot à tous ceux qui participent à ce webinaire pour lui dire pour dire que la CIB est heureuse de pouvoir organiser des lieux d'échange de très grande qualité dans le cadre des webinaires. Et on a sur des thèmes qui sont des thèmes d'actualité. Et nous nous réjouissons qu'il puisse y avoir une présence importante d'avocats, de magistrats qui s'intéressent à l'évolution de notre droit, qui est notre culture juridique commune. Et je me réjouis de la possibilité pour la CIB de développer cet échange, ce lieu d'échange. Et je remercie au passage notre ami Laurent Poulet, qui est la cheville ouvrière de ces webinaires. Et je profite de l'occasion pour remercier les participants, mais je ne développe pas leur présentation puisque je laisse à Laurent le soin de le faire. Laurent, je te donne la parole. Merci Bernard. Euh, alors, j'ai voulu organiser ce webinaire parce que je m'intéresse depuis une dizaine d'années au droit au WADA et j'entends de plus en plus parler en France du projet de code européen des affaires. Et très régulièrement, quand j'entends parler du projet de code européen des affaires, je comprends que c'est un projet qui, pour partie, est inspiré du droit au WADA. Et j'entends souvent ce rapprochement que instinctivement je comprends, mais j'avais envie qu'on creuse un peu, qu'on vienne m'expliquer les points communs, les différences entre ces deux projets, l'un qui est antérieur à l'autre, l'un qui est abouti, même si il est en cours d'évolution, parce qu'il y a des actes uniformes qui sont régulièrement révisés, il y a des projets d'actes uniformes, etc. Bref, j'avais envie d'entendre deux spécialistes euh, croiser leurs regards sur ces deux projets que je trouve magnifiques. Alors, ces deux spécialistes sont d'abord Monsieur Nzouenke, directeur des affaires juridiques de l'OADA. Euh, je pense que monsieur le directeur des affaires juridiques a toutes les qualités pour nous présenter, pour nous parler du droit au WADA, pour nous parler de l'histoire du droit au WADA, pour nous parler de l'avenir du droit au WADA, pour parler des défis du droit au WADA. Et voilà, donc nous allons l'entendre. Et bien évidemment, monsieur le directeur, nous vous entendrons sur le droit au WADA, mais rien ne vous interdira de poser des questions, d'intervenir, de nous faire part de vos réflexions au sujet de ce projet de Code européen des affaires. Et le second intervenant sera le professeur Philippe Dupichot, que je connais de longue date, qui est professeur à Paris 1 et président de l'association Henri Capitan, et association qui porte, me semble-t-il, mais je suis sûr que Philippe Dupichot m'expliquera que j'ai été imprécis, ce projet de code européen des affaires. Donc, l'idée, c'est que nous allons entendre chacun des deux panélistes successivement. On va commencer par Monsieur le directeur des affaires juridiques de l'OADA, qui va nous parler de l'OADA, puis Philippe Dupichot, qui va nous parler du projet de Code européen des affaires. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je me permettrai de temps en temps, pendant vos interventions respectives, de vous interrompre, de vous poser des questions, sachant que naturellement, à la fin, on pourra, Bernard Vattier et moi, vous poser d'autres questions. Et je précise que naturellement, comme dans chacun de nos webinaires, les participants peuvent poser des questions par écrit et que à la fin, nous irons piocher dans ces questions et pour interroger les panélistes pour que nous ayons un éclairage complet sur le thème retenu aujourd'hui. Voilà, j'ai été trop long, je vous prie de m'en excuser et je donne la parole à Monsieur Nzouenke, directeur des affaires juridiques de l'OADA.
Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfaitement. Ah, très bien. Merci infiniment. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux participants. Je voudrais avant tout remercier la CIB qui a bien voulu convier l'OADA à ce bel événement scientifique et par la même occasion transmettre à la CIB et à tous les participants les chaleureuses salutations du professeur Mayata Ndiaye Mbaye, le secrétaire permanent de l'OHADA. Je voudrais, pour partager l'expérience de l'OHADA en matière d'intégration juridique, emprunter précisément au professeur Mayata Ndiaye Mbaye une démarche euh, tripartite qu'il affectionne bien, c'est de présenter le WADA à travers trois dimensions essentielles, à travers l'être, à travers la matière et à travers la manière. S'agissant de l'être, tout d'abord, l'OHADA, c'est une organisation intergouvernementale. Organisation aujourd'hui forte de 17 États africains, des États d'Afrique centrale, des États d'Afrique de l'Ouest, un État de l'océan Indien, 17 États donc, ils étaient 14 à l'origine, aujourd'hui 17, pour un marché d'environ 350 millions de consommateurs. 17 États donc, mais un espace qui a vocation à s'agrandir, puisque l'OADA a une vocation très clairement panafricaine et peut accueillir sans condition tout État membre de l'Union africaine. Et l'actualité à ce sujet est marquée par des échanges en cours entre les instances de l'OADA et la République du Burundi, qui est très intéressée par la perspective d'une adhésion à l'OADA, des échanges en cours avec la République de Madagascar. On discute sur les possibilités d'une adhésion à cette organisation. Là, je ne parle que des États avec lesquels les échanges sont actuellement les plus intenses. Plusieurs autres États manifestent à un degré peut-être moindre pour le moment un intérêt pour l'OHADA. Organisation non vieille de 32 ans déjà, avec une mission au cœur de ce regroupement des États, c'est créer les conditions juridiques idéales au développement des entreprises. La mission de l'OHADA, c'est bien cela, rationaliser l'environnement juridique des entreprises afin de stimuler l'investissement dont nous savons que c'est le moteur de la croissance, mais également le moteur de tout développement. Et c'est peut-être l'occasion ici de dire, hein, parce qu'on ne le dit pas souvent, en tout cas pas assez souvent qu'il le faudrait, si l'OADA est une organisation d'intégration juridique, eh bien, ce ne sont pas les juristes qui sont à l'origine de la création de l'OADA. Ce sont bien les économistes qui, dans la recherche de solutions au marasme économique que traversaient nos États à l'époque, en étaient arrivés à des suggestions qui, par touches successives, ont été récupérées et par les juristes, donc, pour donner lieu au projet qui est devenu le projet OHADA. Donc, organisation d'intégration juridique, mais à vocation résolument économique. L'OHADA aussi, c'est un système institutionnel qui met côte à côte des institutions communautaires et des organes nationaux.
Donc, le système institutionnel, c'est au sommet de la pyramide une conférence des chefs d'État et de gouvernement conçue comme organe suprême et d'impulsion politique qui ne se réunit qu'en tant que de besoin. Un peu en dessous, nous avons un conseil des ministres, ministre de la Justice et ministre des Finances de chaque État membre. Là encore, on voit que l'économie n'est jamais loin. Ce conseil des ministres, c'est l'organe délibérant de l'organisation. C'est aussi notre Parlement parce que c'est lui qui adopte les actes uniformes, qui sont ces lois-là qui, une fois adoptées, vont s'appliquer euh, de façon simultanée et de façon immédiate, vont pénétrer les ordres juridiques de l'ensemble des États membres. Nous avons également le secrétariat permanent qui est l'organe exécutif et l'organe de coordination du système. Nous avons une cour commune de justice et d'arbitrage sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, qui est une juridiction suprême commune à l'ensemble des États membres et chargée de garantir en cassation et en dernier ressort l'unité d'interprétation et d'application du droit au RADA. Cette cour abrite également un centre d'arbitrage qui est en pleine mutation aujourd'hui. Nous avons enfin, au niveau supraétatique toujours, une école régionale supérieure de la magistrature qui n'est pas une école de formation des magistrats comme son appellation peut le suggérer. C'est un centre de perfectionnement, c'est un centre de recherche pas en droit au radar seulement, mais plus largement en droit des affaires. À côté de ces institutions, nous avons des organes. Certains organes sont des organes purement techniques à la disposition du secrétariat permanent qui pilote l'élaboration normative. C'est le cas de la commission de normalisation pour la profession comptable. C'est le cas du comité technique de normalisation des procédures électroniques, qui sont vraiment des outils sur lesquels le secrétariat permanent s'appuie pour conduire le processus d'harmonisation dans les disciplines visées. D'autres organes sont des outils de liaison entre l'OHADA et les États. C'est en particulier le cas de la Commission nationale OHADA. Il en existe une dans chaque État membre, commission de composition pluridisciplinaire avec des acteurs du secteur public, du secteur privé. C'est également le cas du comité des experts qui, lui, est en quelque sorte l'antichambre du Conseil des ministres. On y retrouve un expert juriste et un expert financier par État. Voilà à très grands traits ce que c'est que le WADA comme organisation internationale. Après l'être, la matière, le WADA a été créé, je le soulignais, et le traité le dit, en vue d'harmoniser le droit des affaires dans les États parties. Plus précisément, l'organisation ambitionne de mettre en place un droit des affaires harmonisé, un droit des affaires simple, un droit des affaires adapté aux besoins des entreprises. Lorsque le traité l'a dit, il procède ensuite par une double démarche. Dans un premier temps, le traité énumère un certain nombre de matières qui entrent dans la définition du droit des affaires saisi par le traité. Et après cette énumération, le traité prévoit que le Conseil des ministres, qui encore une fois est l'organe législatif, peut décider d'inclure dans le domaine de l'harmonisation toute autre matière. Et à ce jour, au bénéfice de cette énumération initiale et de l'ouverture faite au Conseil des ministres, on a aujourd'hui un arsenal normatif
riche de 11 actes uniformes, les actes uniformes étant le support de ces textes-là qui sont adoptés au niveau supraétatique pour s'appliquer à l'identique à l'intérieur de l'ensemble des États membres. 11 textes principaux donc, dont 4 actes uniformes qui visent à faciliter la création et la gouvernance des entreprises. Ce sont l'acte uniforme portant sur le droit commercial général qui a déjà été révisé. Monsieur le président du comité scientifique de la CIB le relevait tout à l'heure. Les actes uniformes de l'OHADA sont révisés en tant que de besoin. L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, qui lui aussi a déjà connu une cure de jouvence. L'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives et l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière, lui également déjà retouché. Aux côtés de ces 4 textes, on en a 3 autres qui encadrent le financement des entreprises et le recouvrement des créances. Il s'agit de l'acte uniforme portant organisation des sûretés, déjà révisé lui aussi. L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, lui également révisé de fraîche date. Et l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, adopté dans sa version initiale en 1998 et révisé en 2015. On a également un acte uniforme consacré au contrat de transport des marchandises par route, un acte uniforme pour renforcer la gouvernance des entités à but non lucratif, c'est l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, puis 2 actes uniformes pour promouvoir les modes alternatifs de règlement des différends. Il s'agit de l'acte uniforme relatif à la médiation et l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. Et en évoquant ce dernier texte, je me souviens que le groupe de travail sur la réforme du droit français de l'arbitrage a émis parmi ses propositions phares l'idée d'une possible unification du régime de l'arbitrage interne et de l'arbitrage international. Et c'est ce qui a été fait, c'est l'option qui a été levée dans le cadre de l'OHADA depuis le tout premier acte uniforme de 1999. Cette option a été maintenue lors de la révision de 2017 et le droit au RADA de l'arbitrage donc ne distingue pas entre arbitrage interne et arbitrage international, pas plus qu'il ne distingue entre arbitrage civil et arbitrage commerciaux. Et si la réforme du droit français de l'arbitrage validait cette option, je crois que le rapprochement se ferait ainsi avec ce qui a déjà cours dans le cadre de l'OHADA. Donc, 11 actes uniformes donc à date. D'autres projets normatifs dans le pipe et peut-être le plus immédiat a trait au droit des conflits de loi. Le chantier pour l'uniformisation du droit international privé a été ouvert et les échanges menés avec les États ont conduit à cette conclusion que le morceau était trop gros pour être avalé d'un seul coup et qu'il valait mieux y aller par touches successives en commençant par le droit des conflits de loi et on envisagerait plus tard la possibilité d'étendre la démarche au droit du conflit des juridictions et à la circulation internationale des titres. Donc, voilà très rapidement
pour la matière. Un mot, enfin, sur la manière. La manière, je rappelle à ce sujet que le WADA vise à créer un environnement juridique sécurisé pour l'activité des entreprises. Et l'organisation s'y prend en agissant dans deux directions essentielles. La première, c'est l'élaboration de règles de droit des affaires communes à l'ensemble des États parties, à travers ce corpus normatif que j'ai évoqué tantôt. Ce qu'il faut peut-être dire ici, c'est que le traité prévoit que les règles communes de droit des affaires sont portées par des actes uniformes. Et ces actes uniformes ont ceci de particulier qu'une fois adoptés au niveau de l'OHADA et publiés au journal officiel de l'organisation, eh bien, après le délai légal qui est fixé, qui est par défaut de 90 jours, étant entendu qu'un délai particulier peut être adopté en fonction de la spécificité de l'acte uniforme, à l'issue de l'entrée du délai d'entrée en vigueur, donc ces actes uniformes, ils entrent en vigueur sans l'intermédiation de quelque norme nationale que ce soit. Ils entrent automatiquement en vigueur, ils sont d'application directe et ils bénéficient également de la primauté sur les lois nationales qui leur seraient contraires. Et donc, on voit là qu'on est plutôt dans une démarche d'uniformisation, même si le traité évoque simplement l'harmonisation. Et le vécu de l'organisation montre quand même que l'acte uniforme, c'est un procédé assez rigide d'intégration qui ne se prête pas toujours à l'usage dans toutes les situations. Et on est en train de réfléchir, du coup, dans la perspective d'une nouvelle révision du traité, parce que le traité de constitutif de 1993 a été révisé une première fois déjà en 2008. Dans la perspective d'une nouvelle révision, eh bien, la question de l'adjonction au procédé de l'acte uniforme, de procédé souple d'intégration est très clairement posée. Donc, l'OHADA agit au stade de l'élaboration de la production d'un droit uniforme des affaires, mais également l'OHADA encadre l'application de ce droit commun afin de sécuriser le règlement des différends d'affaires. Ici encore, c'est sous un double angle. D'abord, en ce qui concerne le système de justice étatique, on assiste comme à une forme de communautarisation du système de justice étatique, puisque si l'application du droit au HADA par les juridictions de l'État relève en première instance et en appel des ordres juridiques internes, eh bien, en cas de pourvoi et en cassation, seule la Cour commune de justice et d'arbitrage est compétente. Elle a le monopole de l'interprétation et de l'application en dernier ressort des actes uniformes au RADA. En ce qui concerne le règlement alternatif des différends, dont on sait qu'il est particulièrement prisé des hommes d'affaires, eh bien, là encore, le WADA encourage le règlement alternatif des différends à travers deux textes. J'évoquais tantôt un acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, un acte uniforme relatif à la médiation, des textes voulus particulièrement incitatifs pour déterminer les acteurs économiques à recourir à ces procédés alternatifs de règlement des différends. Bien plus, le WADA elle-même a installé un centre d'arbitrage
un centre d'arbitrage qui est en train de faire sa mue. Il est installé à la Cour commune de justice et d'arbitrage, d'où d'ailleurs l'appellation de CCJA. C'est une Cour commune de justice euh, en considération du système de justice étatique, mais elle abrite également un centre d'arbitrage. Et les réformes opérées ces jours-ci tendent donc à accroître l'autonomie du centre d'arbitrage. Voilà, Monsieur le Président, voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je pouvais dire en prélude sur cette organisation trentenaire au bilan quand même, de toutes les façons, au bilan unanimement apprécié, y compris en termes d'impact économique, une organisation qui fait face aux défis de son temps. Je pense notamment au défi du multilinguisme. Nous avons quatre langues officielles, français, anglais, espagnol, portugais, et la pleine opérationnalisation du multilinguisme reste un objectif à atteindre. Des défis liés à l'extension territoriale, conformément à la vocation panafricaine de l'OADA. Des défis liés à la prise en compte de l'émergence de la zone de libre-échange continentale qui se déploie sous l'orbite de l'Union africaine, et le Rwanda ne peut rester indifférente à ces phénomènes-là. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long. Je voudrais m'arrêter là avec votre bienveillante permission et en vous remerciant pour votre aimable attention. Merci. Monsieur le directeur des affaires juridiques, non seulement vous n'avez pas été trop long, mais vous avez été passionnant. J'ai pris plein de notes. J'aurai d'ailleurs quelques questions à vous poser un peu plus tard. Et pour l'heure, nous allons écouter le professeur Dupichot qui va nous parler du projet de Code européen des affaires. Merci beaucoup, cher Laurent. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Parfait. Parfaitement, professeur. Merci beaucoup d'abord au CIB, à Bernard Vattier et à mon ami Laurent pour leur invitation. J'étais très heureux de faire la rencontre de monsieur le directeur à cette occasion et de préparer ensemble cette table ronde. Je me propose, alors je suis président de l'association Henri Capitan, je me proposais de présenter un projet qui aujourd'hui connaît une certaine actualité, qui est le projet de Code européen des affaires. Et je vais peut-être, pour plus de simplicité, projeter, si vous le voyez correctement, des diapositives pour éclairer un petit peu cette présentation. Est-ce que vous voyez correctement l'écran d'affichage? Oui. Oui, en ce qui me concerne, professeur. Parfait, très bien. Ce projet de Code européen des affaires, c'est un projet qui a été initié précisément un peu à la suite et sur le modèle de son grand frère, son grand cousin, qui est l'OADA. Euh, c'est pourquoi il est tout à fait intéressant aujourd'hui de mettre en perspective une intégration juridique réussie dont on a célébré les 30 ans en fin 2023. Ça va bientôt faire 32 ans que le traité de Port-Louis institutif de l'OADA a été signé. On est dans du droit positif, on est dans une intégration effective, et puis discuter d'un projet qui, pour l'heure, ne participe pas encore au droit positif, mais qui souhaite évidemment contribuer à une meilleure intégration, cette fois non pas du continent africain, mais du continent européen, en essayant de jouer sur les atouts que l'OADA a déjà su mettre en avant, c'est-à-dire la qualité du droit continental et la volonté qu'un système juridique de qualité, correctement conçu, et cela a été fait par des économistes, vous le rappeliez tout à l'heure, monsieur le directeur, soit de nature à faciliter le développement des échanges, cette fois en Europe. Alors, si je devais présenter un petit peu ce travail, je commencerai par dire que tout a commencé avec un travail d'inventaire.
Un inventaire a été conduit en 2016 par une trentaine de juristes dans la plupart des matières du droit des affaires. Et cet inventaire a consisté à se demander ce que, de façon exhaustive, l'Union européenne avait fait dans le champ du droit commercial. Cet ouvrage, il a été publié en 2016 aux éditions L'Extinso, il a été publié en 3 langues, il a été préfacé par Valéry Giscard d'Estaing, et cet ouvrage, La construction européenne en droit des affaires, a permis d'inventorier 12 matières, le droit du marché, le droit du commerce électronique, le droit des sociétés, le droit des sûretés, des voies d'exécution, entreprises en difficulté, droit bancaire, droit des marchés financiers, droit des assurances, propriété intellectuelle, droit social et droit fiscal. C'est vraiment le droit des affaires au sens le plus large. C'est un travail qui est une initiative de la société civile. Nos amis anglo-saxons qualifient ça d'initiative bottom-up, qui a été portée donc, par l'association Capitan au plan scientifique, avec le soutien notamment de la Fondation pour le droit continental, mais le soutien de très nombreux partenaires, et aussi professions juridiques, par exemple en France, le Conseil national des barreaux ou le barreau de Paris, mais aussi le Conseil supérieur du notariat, et j'en passe. Alors, cet ouvrage a permis de mettre en exergue plusieurs choses, et surtout le besoin d'adosser à la monnaie unique, l'euro, un socle de droit unifié des affaires. Vous avez sur cette diapositive repris un extrait de la préface de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing a tout de suite compris, c'est un Européen convaincu, l'importance qu'il y avait à ce que le droit vienne contribuer à l'achèvement du marché commun. Et pourquoi achèvement? Parce que précisément, on va le voir en examinant en 3 temps les raisons, l'élaboration et la réception du projet. On va le voir en examinant d'abord, dans un premier temps, les raisons. On fait tous les deux des plans en 3 parties ce soir. C'est très bien, comme ça on ne dira pas que le droit continental, c'est le monde binaire du plan en 2 parties. Moi, je suis aussi tout à fait favorable au plan en 3 parties. La nature ne se laisse pas tout entière résumer en 2 temps. Elle le fait souvent en 3 temps. Alors, en 3 temps, je vais commencer par exposer les raisons. Et au titre des raisons, on va voir qu'il y a 3 ordres de raisons. Des raisons juridiques, des raisons économiques et des raisons politiques qui commandent un projet du type de celui de Code européen des affaires. Alors les raisons juridiques sont les raisons qui résultent directement de ce travail d'inventaire que nous avons mené en 2015-2016. En fait, la conclusion principale à laquelle nous sommes arrivés est une conclusion double. Cette conclusion, c'est une conclusion qui a un aspect de forme et un aspect de fond. Formellement d'abord, on s'est aperçu qu'en dépit des efforts de l'Union, les directives et dans une moindre mesure les règlements restaient insuffisamment accessibles, sont encore aujourd'hui insuffisamment accessibles et insuffisamment intelligibles pour les citoyens, que ce soit les citoyens européens ou même, et a fortiori pour les citoyens d'autres régions. En réalité, le droit de l'Union européenne est un droit qui est assez difficile d'accès, assez difficile de compréhension, et à certains égards, il peut sembler un droit venu d'ailleurs, un droit désincarné, un droit étranger. Et cela, on va le voir, c'est notamment dû à son absence d'ossature. Parce que c'est un droit qui se révèle difficilement sur le site Euralex, c'est un droit qui est assez difficile à consulter, et il est difficile à consulter. Pourquoi? Je crois qu'il faut le dire tout de suite, parce qu'il manque d'ossature. Il manque de structure. Il n'y a pas abscisse et ordonnée, il n'y a pas de plan et il n'y a pas de code. Seconde conclusion, c'est une conclusion qui concerne cette fois-ci l'aspect formel, non plus l'aspect formel, mais l'aspect substantiel, l'aspect de fond. Au fond, on s'est rendu compte, je dois dire avec un certain effroi, que l'appellation de marché commun consiste à plusieurs égards à se payer de mots. En réalité, quand on prétend que l'Union européenne commerce sur un même marché, avec une même monnaie, il me semble, sans mauvais jeu de mots, qu'on bat de la fausse monnaie. En fait, on bat de la fausse monnaie au plan juridique parce que la construction du droit commercial européen reste très largement, et je dis bien très largement, imparfaite. On a des domaines qui sont extrêmement réglementés, très intégrés. Et puis on a, à l'inverse, des matières entières, des questions entières de droit commercial qui ne sont pas abordées à l'échelon de l'Union européenne.
notamment parce qu'elles ont été laissées à la responsabilité des États. Je rappellerai qu'il y a 3 possibilités d'organisation des compétences entre l'Union et les États membres. 3 possibilités. L'Union européenne est seule compétente. C'est le cas pour le droit de la concurrence. Elle est seule compétente, compétence exclusive au droit de la concurrence. Donc, on ne sera pas étonné que le droit de la concurrence, lui, soit très intégré déjà. À l'inverse, ça peut être la compétence exclusive des États membres, avec une absence de compétence de l'Union. C'est pour les matières particulièrement sensibles, comme la fiscalité, compétence exclusive des États, donc assez peu d'harmonisation, et on le comprendra fort bien. Et puis entre les deux, on est dans le domaine qui est finalement le plus important pour notre matière, c'est le domaine de la compétence partagée. Et le domaine de la compétence partagée, c'est un domaine dans lequel, vous le savez, l'Union ne peut légiférer qu'à 2 conditions, qui sont des freins évidents à l'intégration juridique. Ces 2 conditions, ce sont le principe de subsidiarité, d'une part, et le principe de proportionnalité, d'autre part. De sorte que l'Union ne peut intervenir que subsidiairement si l'intervention à l'échelon de l'Union est plus profitable et plus adaptée qu'à l'échelon des États, et puis proportionnellement, elle ne peut intervenir que dans la mesure nécessaire à l'achèvement du marché commun. Et à certains égards, finalement, je crois qu'elle n'a pas suffisamment peut-être investi ou déployé ses compétences. Et on s'aperçoit qu'il y a des matières qui, logiquement, sont très intégrées et d'autres qui ne le sont pas du tout. Les matières très intégrées, c'est le droit de la concurrence, je l'ai dit, mais c'est le droit de la supervision bancaire, supervision assurantielle, réglementation relative au marché financier, à beaucoup de choses, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, avec une nouvelle agence constituée il y a peu, les services de paiement. Voilà. Mais à part ça, beaucoup d'autres choses sont très, très largement encore en friche et restent de la responsabilité des États. Alors, raison juridique, en la forme, pas d'ossature, un droit inaccessible, assez inintelligible. Au fond, pas de droit commercial européen intégré, parce que de nombreuses questions restent en suspens. Et on peut se convaincre de l'ampleur de ces questions en s'intéressant aux raisons qui sont des raisons qu'on peut qualifier de économiques. En effet, si on se pose la question d'un start-upper européen, d'une entreprise européenne qui aujourd'hui souhaiterait se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale, eh bien, son premier acte, l'acte de naissance, l'acte de fondation de son activité, ben, ça sera évidemment la constitution d'une entreprise. Et souvent la constitution d'une entreprise sociétaire. Or, cette constitution d'entreprise sociétaire, elle va d'emblée se faire sous l'aune d'un droit national. Ça sera par exemple une société par action simplifiée en France. Ça sera par exemple une BV néerlandaise. Ça sera par exemple une GmbH ou une structure encore plus succincte ou simplifiée en Allemagne. Mais tout de suite, l'entrepreneur européen aujourd'hui, lorsqu'il plante son pavillon, il plante tout de suite un pavillon national, français, allemand, luxembourgeois, néerlandais ou autre. Et puis, s'il veut emprunter pour financer son activité, il va souscrire un financement qui sera un financement de droit bancaire français, ça sera un prêt français, et ou un prêt allemand, etc. S'il veut consentir des sûretés à son banquier pour que son banquier accompagne et sécurise ce financement et lui fasse confiance, ce seront des sûretés de droit français. Et puis, si malheureusement l'échec est au bout du tunnel, ce que l'on ne souhaite pas, eh bien, les procédures collectives sont encore en passe d'être harmonisées, des efforts ont été faits, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. On pourrait multiplier les exemples. La fiscalité de l'activité est déterminée par la loi nationale. Il n'y a pas de contrat de bail européen pour louer ses locaux, pas de contrat d'assurance européenne pour garantir les locaux non plus. Bon. Donc, en fait, la plupart des éléments qui sont des éléments ou des instruments qui sont nécessaires au déploiement d'un commerce européen restent purement nationaux aujourd'hui. Et je crois que c'est quand même une anomalie. Alors, ces raisons, elles se doublent de raisons qui sont extrêmement gênantes parce qu'on ne peut pas s'empêcher de constater que, outre le fait, on en parlait que l'OHADA, on peut émettre l'hypothèse, je ne pense pas que monsieur le directeur me contredira, que l'existence de l'OHADA a largement contribué à la sécurisation des investissements dans la zone OHADA, au développement économique, à la croissance de pays membres de l'OHADA, qui est une croissance dont beaucoup d'États membres de l'Union européenne seraient jaloux et qu'ils rêveraient d'avoir. On a un taux de croissance qui est assez faible dans l'Union européenne et on constate que si on compare de grandes régions du monde, eh bien, on a un nombre dans l'Union européenne de licornes. Je sais que parler de licornes, c'est assez à la mode.
c'est-à-dire de sociétés dont la capitalisation est de l'ordre du milliard, le nombre de licornes est en Europe à peu près 6 fois inférieur à celui qu'il est aux États-Unis et 2 à 3 fois inférieur à celui qu'il est en Chine, ce qui, compte tenu du PIB des pays composant l'Union européenne, est quelque chose d'anormal et traduit une réalité qui aujourd'hui est une réalité qui est assez documentée. Cette réalité, c'est que lorsqu'une entreprise se constitue en Europe, eh bien, lorsqu'elle acquiert une certaine taille critique, faute de marché intégré d'un demi-milliard d'individus, eh bien, ces entreprises ont tendance à s'exporter et à aller s'installer ailleurs, par exemple aux États-Unis, pour jouir d'un marché plus intégré, un marché de 330 millions d'habitants. Et c'est l'occasion de remarquer en passant que les États-Unis, qui sont un pays dit de common law, ou de culture anglo-saxonne, fondée par l'ancien colonisateur anglais et sensible à la culture du précédent, eh bien, dans ce pays qui serait, dit-on, un pays de common law, eh bien, pour favoriser l'intégration du marché états-unien, un Uniform Commercial Code a été adopté après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi un US Federal Trade Code, il y a un code fédéral US qui gère au plan fédéral de façon parfaitement ordonnée des questions comme le droit des faillites, par exemple, dans le fameux Chapter 11, dont peut-être certains d'entre vous, même j'en suis sûr, ont entendu parler. Donc, des codes dans des pays de common law, un exemple qui est celui de l'OADA en Afrique, et l'Europe, elle se distingue par son incapacité à unir ces 446 millions d'habitants avec des marchés qui sont des marchés fragmentés. Alors, raison économique, raison juridique et raison politique, et je terminerai par là. Les raisons politiques, c'est que l'Europe se dit souveraine ou elle veut être souveraine dans un monde qui est un monde en turbulence. Vous connaissez ces turbulences. Ces turbulences se sont accrues depuis évidemment la guerre à l'est de l'Europe et puis depuis peut-être l'élection du nouveau président des États-Unis à l'ouest. Eh bien, il est très probable que si l'Union européenne souhaite être souveraine, sa souveraineté passe aussi, me semble-t-il, par une souveraineté qui serait une souveraineté juridique. S'il y a une Europe et une civilisation européenne, il me semble qu'il ne serait pas anormal qu'il y ait aussi un droit européen incarné et peut-être placé au service des entreprises. Alors, une fois qu'on est convaincu de ces raisons, il faut se poser la question de l'élaboration. Que faire ensuite? Alors, l'élaboration de nos travaux s'est faite avec un choix, et ce choix est vite apparu comme une évidence. Ce choix, c'est celui de la codification. C'est un choix que nous avons en commun, évidemment, avec l'OADA, puisque même si l'OADA est un ensemble d'actes uniformes, qui, comme vous le rappeliez à l'instant, en fait, vont bien au-delà de l'acronyme du traité harmonisation en Afrique du droit des affaires. En fait, ce n'est pas de l'harmonisation, vous savez fort bien, c'est de l'unification. On serait dans la technique en fait, du règlement, s'il fallait faire un parallèle avec l'UE, on serait dans une loi OADA et une loi européenne. Eh bien, finalement, les différents actes uniformes de l'OADA, qui sont souvent réunis dans un code OADA éditorial, même si ce n'est pas un code au sens légistique stricto sensu, eh bien, constituent un précédent qui illustre les qualités de la codification. La codification, c'est tout simplement une chose, et je crois qu'il faut bien le comprendre, un code, c'est juste un plan. C'est un plan. Personne n'irait se déplacer d'un point A à un point B aujourd'hui sans constituer un plan. Aujourd'hui, évidemment, un plan sur smartphone, Waze, Maps, Plans. Et la codification offre un plan dans une législation qui permet de s'y retrouver plus facilement et de rassembler thématiquement avec des abscisses et des ordonnées, la localisation des textes que l'on trouve plus facilement, les règles applicables à une même thématique. Et c'est une chose qui fait furieusement défaut, je crois, aujourd'hui dans l'Union européenne. Alors on pourrait en discuter longtemps, hein. Ça fait défaut dans le champ du droit des affaires, mais on peut remarquer que ça fait d'ailleurs défaut plus généralement. On peut s'interroger et d'ailleurs se demander comment se fait-il que l'Union européenne, qui aujourd'hui est composée de 27 États membres, dont 24 sont des pays à code, comment se fait-il que l'Union européenne n'utilise jamais la technique de la codification lorsqu'elle légifère? C'est vraiment une question que je pose, une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je m'interroge et je ne comprends toujours pas comment il peut se faire, et notamment presque 10 ans post-Brexit, que 440 millions d'habitants sur 446 dans l'UE sont des habitants qui sont situés dans des pays à code. Comment expliquer que lorsque l'Union légifère, elle légifère dans l'ignorance de la technique de la codification qu'elle a visée à plusieurs reprises dans des communications et qu'elle n'a jamais embrassé totalement. Donc, on a, nous, une centaine de juristes
qui ont travaillé sur des avant-projets plutôt que sur un rapport pour essayer d'incarner un travail concret, ont proposé d'utiliser évidemment la technique de la codification dans les matières qui ont fait l'objet de l'inventaire que j'évoquais tout à l'heure. 13 groupes de travail, une centaine d'experts de France, d'Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne, Italie, ont rédigé des avant-projets de textes qui sont des textes formidablement imparfaits. Formidablement imparfaits. Pourquoi? Parce que ce sont des textes qui ont été faits sans mandat institutionnel, qui sont le fruit de travaux bénévoles, d'universitaires, d'avocats, de juristes d'entreprise qui ont juste cru qu'il était bon de réfléchir à cette question. Et ils ont essayé, en fait, sur leur temps libre, en quelque sorte, et parce qu'ils croyaient que cette mission était importante, de proposer des textes, au moins des textes martyrs, qui ont évidemment vocation à être améliorés, qui pourront l'être, mais qui ont le mérite d'exister et de montrer qu'il est possible, je crois, de faire beaucoup mieux que ce qui a été fait aujourd'hui. Ces auteurs se sont fondés sur certaines consignes de rédaction. Ces consignes de rédaction, par exemple, tendaient à limiter les renvois, limiter la longueur des paragraphes, limiter la longueur des phrases, limiter la longueur des alinéas. On a eu des consignes de rédaction assez claires et assez simples, visant à essayer de renforcer l'accessibilité de ces travaux. Alors ces travaux, après 5 à 6 années d'échanges, en plus avec 2 à 3 années de Covid qui ont rendu les échanges plus compliqués, ont permis d'élaborer 13 avant-projets, que vous voyez, je crois, en diapositive ici, que vous pouvez retrouver sur le site de l'association Capitan, qui sont traduits en plusieurs langues: droit commercial général, droit du marché, droit du commerce électronique, droit des sociétés, droit des sûretés, droit de l'exécution, droit de l'insolvabilité, droit bancaire, droit des marchés financiers, droit de la propriété intellectuelle, droit du travail, droit des contrats d'assurance, droit fiscal. Donc, des avant-projets qui assez souvent font écho à des thématiques pour lesquelles des actes uniformes ont été adoptés, sans qu'il y ait une juxtaposition parfaite, mais en tout cas, évidemment, une inspiration évidente. Ce projet de Code européen des affaires se caractérise par comme dirais-je, une certaine hétérogénéité. Cette hétérogénéité, elle est le reflet des compétences que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des 3 hypothèses. Lorsque on est dans une matière qui est très intégrée, par exemple le droit de la concurrence, les auteurs de l'avant-projet sur le droit du marché ont surtout essayé de consolider et d'améliorer l'existant, qui est déjà très conséquent. Lorsque on est en matière fiscale, où évidemment on ne peut légiférer que d'une main tremblante, les auteurs de l'avant-projet sur le droit fiscal ont fait des propositions qui sont des propositions qui sont assez timides pour la force des choses. Pour qu'elles soient réalistes, il faut qu'elles soient timides. Par exemple, d'encourager une déduction des dépenses de recherche-développement pour encourager l'innovation en Europe. Et puis, dans la plupart des domaines dans lesquels il n'y avait pas grand-chose, les auteurs ont surtout fait des propositions d'instruments optionnels. C'est-à-dire des instruments optionnels en ce sens que l'idée serait que ce projet de Code européen des affaires puisse un jour être adopté par l'Union, faire l'objet de règlements, et certainement pas de directives, on pourrait y revenir, des règlements pour éviter évidemment ce qu'on appelle le gold plating, les opt-in, les opt-out, et tout ce qui fait que finalement, à la fin du jour, on n'est pas arrivé à s'entendre parce que chaque pays a usé de sa liberté pour détricoter un petit peu le dispositif et renforcer l'inintelligibilité du système. Eh bien, l'idée, c'est que par des règlements qui seraient évidemment directement applicables dans les États membres et identiques, qui seraient obligatoires pour les États, on crée des options pour les entreprises. Donc, obligation pour les États membres, option pour les entreprises, option de recourir à certains instruments contractuels qui n'existent pas. Et je vais simplement citer ici les principaux qui correspondent à des innovations qu'on a proposées. Une société européenne simplifiée, par exemple. Aujourd'hui, on a en Europe une société européenne à 120 000 euros de capital social qui ne peut pas être créée à initio. La proposition est de créer une société européenne simplifiée avec un capital social de 12 000 euros, mais qui serait libérable en plusieurs fois, 3 000 euros tout de suite et le reste au bout de quelques années, de façon à créer une structure sociétaire véritablement européenne qui non seulement soit reconnue dans les autres États membres, ce qui existe déjà, mais qui soit surtout connue des États membres. On aurait une même appellation pour le directeur général, des mêmes pouvoirs, une même liberté statutaire et puis une même réserve de règles d'ordre public éminentes, par exemple, règles d'ordre public concernant je sais pas, la participation des salariés ou bien des règles de forme de constitution, puisque je sais que c'est un sujet qui est important, notamment
parce que les statuts de société peuvent être notariés en Allemagne ou dans certains pays. Autre exemple, des sûretés européennes. On a proposé un euro-cautionnement, un euro-gage, une euro-garantie autonome, une euro-hypothèque également pour sécuriser ce qui pourrait être demain un prêt européen, autre instrument contractuel européen, un contrat de prêt européen B2B, on est dans une relation business to business entre professionnels, qui serait défini comme un contrat de mise à disposition de fonds ou de promesse à disposition de fonds pris par une entreprise au profit d'une autre. Toujours à l'idée d'encourager un peu le développement et l'investissement. Autre proposition qui a été faite par le groupe Marché Financier, c'est une émission d'obligations européennes qui seraient vraiment des obligations véritablement européennes et soumises à un régime unique afin de consolider l'union des marchés de capitaux en permettant d'encourager, à côté du financement bancaire des entreprises, c'est l'objet du prêt européen, un financement obligataire des entreprises en Europe. Bon. D'autres exemples, on pourrait y revenir, cession européenne de créances, un statut européen du créateur salarié, un régime fiscal pour les jeunes entreprises innovantes que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des propositions parmi beaucoup d'autres qui ont été faites dans ces différents avant-projets. Alors, je terminerai et je refermerai mon propos par cette valse à trois temps sur le troisième temps, qui est celui de la réception. Où en est-on aujourd'hui de la réception de cet ambitieux projet de Code européen des affaires? Alors, cette réception, elle s'est faite assez bien et assez vite dans la sphère franco-allemande. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Sachez simplement que le couple franco-allemand qui aime à se visualiser comme le moteur de l'Europe, même si c'est parfois un moteur qui connaît quelques ratés, en tout cas dans les années récentes, c'est un couple, dit-on, qui a connu ses soubresauts, eh bien, il reste que, en vertu d'un traité de coopération extrêmement importante de 2019, la France et l'Allemagne ont constitué une assemblée parlementaire franco-allemande qui se réunit 2 fois l'an, 50 parlementaires allemands, 50 parlementaires français. Et cette assemblée parlementaire franco-allemande a assez rapidement émis une résolution après avoir auditionné plusieurs experts de l'association Capitan qui avaient travaillé sur 4 des avant-projets, procédure collective, bancaire, marché financier, société. Ils ont émis le vœu, par exemple, de réaliser un code franco-allemand de droit des affaires. Voilà, c'est une résolution. Donc, on pourrait dire qu'au plan franco-allemand, ça s'est fait tout de suite, mais encore une fois, notre ambition n'est pas de faire du franco-allemand, n'est pas de faire un club privé de 2 États, si amis ou prestigieux soit-il, c'est de faire avancer la construction européenne et, si possible, en s'inspirant de précédents comme l'OADA ou bien, à certains égards, du précédent qui est le Uniform Commercial Code aux États-Unis. Bon. Alors, ce qui, je crois, est important, c'est que ce soit une réception européenne. Alors, cette réception européenne, elle s'est faite assez lentement, mais on assiste depuis quelque temps à une accélération de l'histoire. Cette accélération de l'histoire, on peut la dater du 18 avril 2024 et du fameux rapport remis par Enrico Letta à la Commission européenne. Enrico Letta, ancien Premier ministre italien, ancien président du Conseil, a, dans son rapport, repris une proposition qu'il considère lui-même comme une proposition phare de son rapport, qui consiste à, je cite, qu'un code européen de droit des affaires soit une étape transformatrice vers un marché unique plus unifié, offrant aux entreprises un 28e régime pour opérer au sein du marché unique. Donc, l'ambition de M. Letta est de s'attaquer à la mosaïque de réglementation nationale et de libérer le potentiel de libre circulation au sein de l'Union. Depuis ce rapport, dont on a célébré les 1 an il y a 2 mois, ça fait déjà 14-15 mois, Enrico Letta a fait un peu le tour d'Europe et insiste, et n'a de cesse d'insister sur le fait que ce qui menace l'Union européenne aujourd'hui et qui cause son décrochage par rapport aux autres grandes régions du globe est en particulier la fragmentation des droits des affaires de ces États membres. Donc le diagnostic qui a été posé en 2016 dans cet inventaire, à savoir que en fait, le droit commercial européen n'est pas achevé, qu'il est incomplet et que c'est une anomalie, et bien ce diagnostic, aujourd'hui, il a été repris dans ce rapport. Et c'est un diagnostic avec lequel il faut compter. Ce diagnostic a aussi été repris, mais avec un angle un peu d'attaque différent dans un autre rapport important, le rapport remis par Mario Draghi un peu plus tard, en septembre 2024. Et Mario Draghi, lui, évoque l'intérêt qu'il y aurait à développer un droit des affaires intégré, mais il le dit pour les sociétés innovantes, pour les sociétés européennes innovantes,
Et là, en envisageant une harmonisation du droit des sociétés, du droit des faillites, mais même du droit du travail et même du droit fiscal, c'est-à-dire de deux matières qui sont des matières extrêmement passionnelles, extrêmement importantes. Et puis, dans un deuxième temps, à plus longue échéance, Mario Draghi indique qu'une deuxième phase pourrait constituer à codifier et consolider le droit communautaire par matière. Donc là, on retrouve cette idée que nous essayons de soutenir depuis d'assez nombreuses années, qu'il serait utile que l'Union européenne utilise la technique de la codification, qui est la technique finalement de la majorité immense des pays qui la composent, afin de rendre le droit européen plus accessible, plus ordonné à l'attention des citoyens, mais pas seulement dans le champ du droit des affaires, dans tous les champs, pour imaginer d'avoir un code du numérique, un code de l'environnement, un code du RGPD, que sais-je encore, tout est envisageable. Bon. Aujourd'hui, Hic Nunc, où en est-on? Et je terminerai par là. Il ne nous a pas échappé qu'il y a une nouvelle Commission européenne qui a été constituée, que Mme von der Leyen, dans cette commission von der Leyen numéro 2, a défini une nouvelle boussole qui est celle de la compétitivité, qui a été présentée en fin d'année dernière, en début de cette année, et qu'aujourd'hui, l'Union européenne essaie de mettre en avant attractivité et compétitivité. C'est dans ce cadre-là qu'elle revient un peu sur les exigences de ESG, de normes ESG que d'aucuns avaient pu trouver trop strictes, qu'elle souhaite favoriser l'attractivité et, à ce titre, favoriser l'adoption rapide d'un 28e régime pour les sociétés innovantes qui figure dans la feuille de route du commissaire Michael McGrath, commissaire irlandais chargé de la justice. La Commission a lancé aussi le 28 mai dernier, donc c'est tout récent, une consultation. Cette consultation s'intitule 28 Regime, a single harmonized set of rules for innovative companies throughout the EU. Tout ceci se fait avec en parallèle un rapport d'initiative législative d'un député européen, René Repasi, professeur de droit d'ailleurs de son État, aussi qui porte sur la question de ce 28e régime. Donc aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est finalement, il y a une chose que l'on sait et une chose que l'on ne sait pas. Et je m'arrêterai sur ce point. Ce que l'on sait, c'est que le diagnostic de la fragmentation des droits et de l'immense inconvénient que cela représente pour la prospérité de l'UE et sa souveraineté est aujourd'hui un diagnostic partagé. Nous ne prêchons plus dans le vide comme c'était le cas il y a quelques années. Quand je présentais cet enjeu auprès du gouvernement français ou d'autres gouvernements, l'oreille qui m'écoutait était souvent distraite et un peu, semblait peu convaincue par la réalité du propos. Maintenant que cela a été dit par M. Letta et M. Draghi, et évidemment repris par la nouvelle Commission européenne, tout le monde est d'accord sur ce diagnostic. Il faut donc faire quelque chose. Faire quelque chose, mais quoi? Les discussions aujourd'hui qui portent sur le 28e régime sont des discussions importantes, qui justifient que les juristes de l'Union européenne se mobilisent, mais on ne sait pas très bien, et j'ai consacré un édito la semaine dernière au bulletin Jolie Société, on ne sait pas très bien ce qu'il faut entendre par 28e régime. Le mot est lâché, le mot est utilisé, on ne sait pas très bien ce que recouvre cette appellation. Est-ce que par 28e régime, on va faire un droit à côté du droit des 27, c'est-à-dire un droit sans territoire, un droit sans citoyen, un droit dans les nuages, en quelque sorte, un univers de contes de fées, construit précisément pour les licornes, qui sont, je rappelle, des animaux imaginaires, ou est-ce qu'on va faire un droit unique, commun aux 27, et qui permettra à chacun d'avancer en fait, dans la même direction? Première question. Deuxième question, est-ce que ce droit serait un droit pour les seules sociétés jugées innovantes, avec le risque que l'on dise, toi tu es innovant, toi tu ne l'es point, qui pourrait être une machine à produire en quelque sorte un peu d'exclusion, ou est-ce que c'est un droit qui va être ouvert à l'ensemble des entreprises? C'est une autre question qui se pose. Et puis, quant au sujet, quelle va être l'étendue de ce 28e régime? Est-ce que ça va être un 28e régime qui va porter que sur des dispositions de droit des sociétés? J'entends beaucoup dire qu'il serait urgent d'avoir un régime harmonisé sur les stock options. Je ne pense pas que le rêve de la construction européenne de demain pour nos enfants et nos petits-enfants soit juste d'avoir travaillé 10 ans pour qu'à la fin du jour, on ait juste un régime harmonisé des stock options. Ça ne me paraît pas, c'est certainement important, mais ça ne peut pas se résumer à ça, me semble-t-il. Ou est-ce qu'on va envisager d'autres matières, le droit des procédures collectives, le droit du financement, le droit des émissions obligataires? Donc aujourd'hui, en fait, beaucoup de questions
Je n'ai aucune réponse à apporter. La consultation va permettre, je crois, de clarifier ce point-là. Il faut peut-être que chacun participe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Union européenne aujourd'hui est à la croisée des chemins, qu'elle a compris l'inconvénient qui est le sien de ne pas intégrer davantage ces marchés. Je crois que de ce point de vue-là, l'exemple de l'OADA constitue un précédent qui est un précédent qui doit guider la Commission. Mais on ne sait pas encore dans quelle direction cela va. Pour ma part, je regretterais vivement que la montagne accouche d'une souris. Je regretterais vivement qu'on crée un 28e régime à côté du droit des 27. Je pense qu'il faut créer quelque chose de commun à l'intérieur du droit des 27, avec un territoire, avec des citoyens, et non pas quelque chose à côté du droit des 28. Et je pense que surtout, ceci doit se faire en respectant l'ADN et les valeurs du droit continental, qui sont des valeurs que l'OADA et l'Union ont en partage, et certainement pas à cette occasion faire une pâle copie du droit du Delaware, comme je l'ai entendu parfois, ou que cela sera finalement un cheval de Troie en quelque sorte d'une entrée de règles finalement venues d'ailleurs, venues de pays où on pratique surtout la langue de Shakespeare. Dans l'Union européenne, ça me paraîtrait quelque chose qui serait tout à fait anachronique à l'heure où on souhaite une Europe souveraine. Voilà ce que je voulais vous dire dans le temps qui m'était imparti et je me tiens à vos dispositions, évidemment, pour répondre à vos questions. Merci, monsieur le professeur, cher Philippe. Bernard, est-ce que tu as des questions à poser ou est-ce que je me lance? Dis-moi. Micro. Je voudrais d'abord féliciter les intervenants. La qualité de votre exposé est remarquable et j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, je voudrais vous exprimer mes remerciements et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, bien au contraire. Alors, je voudrais poser une question qui tient au fait que quand on compare l'évolution de l'économie africaine et l'évolution de l'économie européenne, on constate que les Africains sont beaucoup plus en avance que nous, car ils ont pu harmoniser leurs droits des affaires sur de très nombreux sujets. Ce n'est pas encore codifié, mais on pourrait imaginer que ADA soit codifié. Et ils ont mis surtout un dispositif qui est tout à fait exceptionnel dans la mesure où ce droit au WADA est un droit qui a une extranéité et qui s'impose à tous les États grâce à la Cour régulariste, la cour d'arbitrage. Et ce que je trouve tout à fait remarquable et très moderne dans WADA, c'est cette cour d'arbitrage qui juge et qui s'est emparée d'une souveraineté régalienne des États membres, puisqu'elle impose, elle peut infirmer et elle juge au lieu et place de la juridiction nationale. Alors je me tourne vers le professeur Dupichou en me disant, mais c'est bien d'avoir, à supposer qu'on y arrive, je pense qu'on y arrivera parce que nécessité fait loi. Mais il va y avoir peut-être un obstacle et que on va avoir un code européen, mais qui va harmoniser la jurisprudence et comment vous l'envisagez? Et c'est là où on a un peu de retard par rapport à l'Afrique. On a même beaucoup de retard par rapport à l'Afrique. Alors, cher Bernard Arvati, je crois que vous parlez d'or, et incontestablement, on est en retard. On a une espèce de renversement historique que je trouve tout à fait intéressant et fascinant, par lequel aujourd'hui l'Union européenne est en position d'apprendre du continent africain et de l'expérience de l'OADA, qui encore une fois est un précédent d'une extraordinaire qualité technique, qui est une utilisation d'un droit continental moderne, efficient, au service du développement économique et qui, je crois, a fait ses preuves. Alors, pour répondre à votre question, il me semble que, en réalité, la Cour de justice aurait une vocation naturelle, si on est en présence de règlements, à assurer une interprétation uniforme de ces textes, s'ils devaient voir le jour. Qu'ils voient le jour sous forme d'un code européen des affaires, c'est la version la plus ambitieuse de l'histoire, ou qui voient le jour sous forme peut-être de règlements portant sur des points un peu plus ponctuels, par exemple sur une société européenne simplifiée, par exemple sur un prêt européen. Je crois que c'est l'émission naturelle de la Cour de justice. Je serais tenté de ne pas le crier sur les toits,
pour une raison assez simple, c'est que vous savez que pour un projet de ce type, il vaut mieux avoir davantage d'amis que d'ennemis. Et si on met trop en avant le fait que, a priori, la vocation naturelle, ça sera que la Cour de justice voit tout de même sa compétence s'étendre, à mesure que la construction communautaire va s'étendre, eh bien, je redoute que des cours suprêmes nationales puissent peut-être contribuer un peu à freiner des cas de fer, plus ou moins en coulisses, contre ce qui, malgré tout, me paraît inexorable. Voilà, c'est une discussion que l'OADA a connue. Comment est-ce qu'on accepte que la Cour de justice prenne sa place? C'est une discussion qu'on aura, je crois, à l'échelon de l'Union. Mais je pense que si on veut avancer dans la construction européenne, ce qui me paraît aujourd'hui une nécessité, parce qu'un marché de 68 millions d'habitants pour la France, ça ne suffit pas en fait. On pourrait avoir un marché de 450 millions d'habitants, qui serait peut-être une source de croissance et de richesse pour tous. Eh bien, je pense que si on veut aller et jouer la carte de l'Europe dans un monde qui bouge et dans lequel la France et les pays individuellement ne peuvent pas avoir une taille critique suffisante, je crois qu'il va falloir accepter, évidemment, que les choses se reportent à l'échelon européen et l'échelon régional de plus en plus. Je te pense rassure tout de suite, Philippe, j'ai compris que tu ne voulais pas trop parler de cette question, etc. Je te rassure, il n'y a que 155 personnes qui ont entendu parler de ça. Ton intervention est enregistrée et tu seras sur YouTube la semaine prochaine. Mais si on en parle, tant mieux. Si on en parle, tant mieux. Bernard, est-ce que tu as d'autres questions à poser? Non, mais là, je vais m'adresser à M. Nequieux, pardon. À propos de OADA, finalement, est-ce que OADA n'est pas victime de son succès? Je pense à la cour d'arbitrage. Est-ce que les délais sont longs? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème au niveau de l'exécution provisoire? Parce qu'en définitive, les décisions qui sont soumises à OADA sont revêtues de l'exécution provisoire. Enfin, elles ont force de chose jugée, car le recours à OADA n'est pas suspensif d'exécution. Est-ce que il ne faudrait pas améliorer le système pour que et pour éviter que lorsque la cour d'arbitrage statue, le mal soit déjà fait. On ne vous entend pas, hein? Vous avez mis le... Voilà, je crois que j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Merci, monsieur le bâtonnier. Je voudrais déjà très rapidement m'empresser de dire que les délais de règlement des procédures judiciaires sont plutôt extrêmement courts devant la CCJA. Et à ce jour, ça va plus vite devant la CCJA que devant la plupart de nos juridictions suprêmes nationales. Et depuis près de 2 ans, on a un délai moyen de règlement des procédures qui est inférieur à 18 mois. Bravo, bravo. À côté de cela, quantitativement, l'année 2024, la CCGA a rendu le nombre d'arrêts le plus élevé qui soit depuis son installation. Donc, des progrès sont faits dans cette direction, monsieur le bâtonnier. Et je voudrais également souligner le fait que la CCJA pratique la cassation sans renvoi. Donc, du fait de son pouvoir d'évocation, eh bien, s'il y a cassation et qu'il reste matière à juger, la CCJA évoque et statue sur le fond. Donc, ça fait un gain de temps absolument immense par rapport à la pratique de la cassation sans renvoi. Maintenant, n'y a-t-il pas risque que les parties passent à l'exécution en attendant que la CCJA statue? Je voudrais peut-être indiquer ici que en matière civile, la règle, c'est la règle ordinaire qui s'applique, même si la CCJA, c'est une espèce de juridiction suprême expatriée pour les États
qui est autre que celui qui abrite le siège de la Cour, on reste en matière civile et commerciale avec la même vieille règle qui veut que le pourvoi en cassation en lui-même ne soit pas suspensif d'exécution. Cela dit, rien n'empêche le demandeur au pourvoi qui redouterait les effets d'une exécution hâtive de recourir aux procédures nationales organisant le sursis à exécution. Vous avez tout à fait raison de souligner le malaise parce que la jurisprudence de la CCJA a pu générer quelques soucis à un moment, depuis le fameux arrêt Époux Carnib. Mais là, à l'occasion de la révision de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, on a clairement, le législateur a clairement indiqué que les procédures nationales de défense et de sursis à exécution restaient sauves. Et donc, même dans les cas où un recours est adressé à la CCJA, eh bien, le demandeur qui redouterait les effets irréversibles d'une exécution hâtive serait bien fondé à saisir la juridiction nationale compétente pour obtenir un sursis à exécution. Mais je voudrais intervenir un instant pour aller dans le sens de ce que vous disiez, monsieur le directeur des affaires juridiques. Effectivement, moi, le sentiment que j'ai, c'est que la CCJA a constitué un très, très grand progrès par rapport au Cour suprême nationale, notamment en termes de délai d'instruction des dossiers. J'avais étudié ça il y a quelques années et vraiment j'avais été très, très impressionné par le travail de la CCJA. Et sans parler du fait que vous avez évoqué également que la CCJA ne renvoie pas. Elle évoque systématiquement, ce qui permet de gagner beaucoup de temps dans la résolution des conflits. Bernard, est-ce que tu as d'autres questions à poser? Sinon, moi, j'en aurais. Je ne dois pas monopoliser, mais j'ai une question qui s'adresse à nos deux intervenants. OHADA s'est construit sur la base d'une tradition juridique commune et la CIB est bien présente pour faire vivre cette tradition juridique commune. Et OHADA a pu se développer grâce à cette tradition juridique commune, mais également grâce à l'usage d'une même langue, le français. Et là, je pose une question. Et un jour ou l'autre, le marché africain va s'agrandir. Je pense en particulier au Maroc, ou je pense à des États anglophones. Est-ce que OHADA pourra absorber des partenaires qui n'auront pas ce même langage? Et là, je me tourne maintenant vers le professeur Dupichot en disant, est-ce que le problème de la langue en Europe n'est-il pas un frein à la mise en place d'un code et parce que finalement, on voit c'est facile, on a OHADA pour une même langue avec la même culture. En Europe, c'est plus compliqué parce que on a, maintenant que les Anglais sont partis, on a simplifié un peu le problème, mais si on a une culture juridique commune, on n'a pas la langue commune. Est-ce qu'on arrivera à surmonter cette difficulté? Alors, alors Alexis, monsieur le directeur, que dites-vous d'une extension de HADA vers les pays arabes, vers les pays anglophones? Bien, merci, monsieur le bâtonnier. Vous avez tellement raison lorsque vous soulignez que la tradition romano-germanique et la langue française ont effectivement servi de base pour la constitution de l'OHADA et même de rampe de lancement pour l'organisation.
C'est tellement vrai que dans le traité constitutif, on avait même inscrit le français comme langue de travail de l'OHADA, sous-entendu unique langue de travail. Mais les choses ont beaucoup évolué depuis lors, parce que vous avez aujourd'hui dans l'OHADA, en dehors des États francophones, vous avez le Cameroun qui est un État bilingue avec l'anglais et le français comme langue officielle d'égale valeur. Vous avez la Guinée-Bissau qui utilise le portugais comme langue officielle. La Guinée équatoriale avec l'espagnol comme langue officielle. Et donc, il a fallu tenir compte de tout cela, de sorte que, aux côtés du français, on a aujourd'hui l'anglais, l'espagnol et le portugais comme autres langues officielles. On en a quatre. Et je le soulignais dans mon mot introductif, la pleine opérationnalisation de ce multilinguisme-là, c'est véritablement l'un des défis auxquels l'OHADA est aujourd'hui confronté. Nous avons commencé par les textes. Aujourd'hui, tous les textes de l'OHADA sont disponibles en langue anglaise, à l'exception, je pense, du droit comptable. Tous les autres textes sont disponibles et publiés en langue anglaise. Nous sommes en train de faire la même chose avec l'espagnol, le portugais, où des versions non officielles existent déjà, ont été soumises pour approbation. Cela dit, au-delà des textes, on sait que la jurisprudence est également source de droit et donc le travail ne sera pas achevé tant que nous ne serons pas allés au-delà des textes pour parvenir à la traduction de la jurisprudence de la CCJA, dont les praticiens qui utilisent des langues autres que le français ont légitimement besoin. C'est véritablement l'un des défis, mais le multilinguisme progresse à petits pas. Et d'ailleurs, il y a un peu plus d'un an, la CCJA rendait son premier arrêt rédigé en langue anglaise. À côté de cela, les textes sont très clairs aujourd'hui au sujet de ce qu'on appelle la langue de procédure. Lorsqu'un État est défendeur à une instance devant la CCJA, eh bien, la langue de procédure sera la langue officielle de cet État-là. Donc, pour le moment, nous avons une équipe de juristes interprètes traducteurs basée à l'ERSUMA. C'est cette équipe-là qui est mobilisée pour procéder aux traductions dans le cadre des procédures pendantes devant la CCJA. Mais il est certain que le volume allant croissant, il faudrait constituer une véritable équipe de juristes traducteurs interprètes basés à la Cour pour les besoins de la cause. Et de manière prospective, Monsieur le bâtonnier, vous évoquiez le Maroc. Et effectivement, nous avons un peu anticipé là-dessus également. On a pas mal d'États africains qui ont l'arabe comme langue officielle. D'ailleurs, parmi les États membres, un pays comme le Tchad, en dehors du français, a l'arabe comme langue officielle. C'est également le cas de l'Union des Comores. Et donc, dans le cadre du projet de révision du traité, nous sommes effectivement, nous nous orientons dans cette direction-là. Le projet de révision du traité a prévu l'adjonction de l'arabe comme langue officielle. Et au-delà, dans le cadre des actions de promotion, nous sommes en ce moment en train de travailler à la production un ouvrage de droit comparé, droit OHADA, droit marocain des affaires, dans la perspective de vulgariser déjà le droit OHADA au Royaume du Maroc et dans la logique de cette approche bottom-up que le professeur Dupichot évoquait tout à l'heure,
la construction de l'intégration par le bas avant l'intervention des instances officielles. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Bernard, tu as d'autres questions? Je voulais savoir ce que le professeur Dupichot pouvait penser Oui, du problème de la langue comme obstacle. alors euh, c'est une question très importante et je vois dans le chat une question amusante, un tantinet provocatrice au lieu de parler du Code européen des affaires, pourquoi ne pas élaborer un code francophone des affaires et associer l'Afrique francophone? Voilà. Parce qu'il y a un marché du droit, il doit y avoir un marché de la langue. Et une monnaie unique francophone. Alors, j'irai pas jusque-là, hein, à l'attention de Félix Mabongo Malou Malou, mais c'est une question intéressante en tout cas et importante que celle de la langue. Alors, plusieurs réflexions sur ce point. Première chose, une langue véhicule des concepts et le droit véhicule aussi des concepts. Donc, il y a évidemment un lien entre une certaine façon de penser le droit, qui est une façon que l'OADA a en commun avec le droit français et avec beaucoup d'autres droits. Je rappellerai que 60% des habitants du monde, 60% des habitants dans le monde, si on se fie aux statistiques de la faculté de droit d'Ottawa, vivent dans des pays de civil law. Un civil law à l'état pur ou civil law et droit coutumier ou droit religieux. 25% des habitants de la planète vivent dans des pays de civil law à l'état pur. 6% des habitants de la planète vivent dans des pays de common law. Donc en fait, il y a 4 à 5 fois plus d'habitants sur la planète qui vivent dans des pays de pur droit civil que dans des pays de common law, contrairement à une idée reçue. Donc en fait, la civil law, le droit civil, c'est un des droits les plus répandus dans le monde. Bon. Si on veut réfléchir en civilise, je crois qu'il faut utiliser des concepts de droit civil. Si on bascule sur l'anglais, on ne fait plus le même droit. Ça, c'est incontestable. On s'en aperçoit, et c'est un sujet d'ailleurs à l'échelon de l'Union européenne. L'Union européenne, depuis de nombreuses années, je parle correctement anglais, me semble-t-il, mais ne travaille qu'en anglais. Les documents de travail sont des documents qui sont exclusivement produits en anglais. Même post-Brexit, tous les échanges se font en anglais, et on peut émettre l'hypothèse que ça n'est pas totalement étranger à un certain appauvrissement de la qualité de la langue, ou en tout cas à une certaine peut-être acculturation du droit de l'Union dont on a du mal à savoir quelle est sa nature. Hein. C'est d'ailleurs une question qu'on va étudier dans un colloque à la Capitan à la rentrée, 24 et 25 novembre en Sorbonne. On prévoit un grand colloque sur le droit continental, si vous voulez prendre date d'ores et déjà. Et une des questions qu'on va se poser, c'est le droit de l'Union européenne, qu'est-ce que c'est comme droit? Est-ce que c'est du droit civil? Est-ce que c'est du droit de common law? Est-ce que c'est autre chose? Parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce que c'est. On a le sentiment quand même que dans la façon de réfléchir, d'avoir des considérants extrêmement longs, des textes à rallonge, on n'est pas nécessairement éloigné de la common law. Là où le droit civil est assez cartésien, assez synthétique, assez limpide, et je crois comporte parfois un peu moins de digression. Bon. Donc, c'est très important cette question. L'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, il ne faut pas nécessairement avoir peur de s'exprimer dans d'autres langues, notamment que le français. Alors peut-être pas l'anglais, comme je le disais, parce que si on s'exprime dans une langue de common law, pour dire les choses très simplement, on aura du mal à continuer à faire du droit civil. Mais des juristes lusophones, ils réfléchissent comme vous et comme moi. Des juristes hispanophones, ils réfléchissent comme vous et comme moi. Souvent, des juristes qui parlent très bien arabe réfléchissent aussi comme vous et comme moi. Donc, en fait, la question n'est pas de s'exprimer en une autre langue que le français, la question est plus de savoir si on s'exprime dans une langue qui est compatible avec le système de droit et la philosophie du système qu'on est en train de réformer, de moderniser ou d'adopter. Donc là c'est une première remarque. Et puis, l'autre remarque, c'est que c'est une chose dont on n'a pas toujours pris conscience, mais pour ceux qui auraient peur du fait qu'on utiliserait l'anglais un peu trop et qu'on y perdrait un peu peut-être son âme de juriste, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je voudrais peut-être rassurer les uns et les autres en disant que aujourd'hui, quand même, l'IA permet et permettra à très très court terme que chacun s'exprime assez facilement dans sa langue. L'IA a beaucoup d'hallucinations, l'IA recèle certainement des dangers, peut-être d'appauvrissement intellectuel, on peut en discuter dans notre cadre, mais en tout cas, ce que fait l'IA très bien, c'est la traduction. Et on commence à avoir des IA qui traduisent en temps réel très bien. Donc, je pense que on n'en a pas nécessairement mesuré les conséquences, mais l'idée que par exemple, en Europe, on va toujours être obligé de passer par une langue commune qui serait l'anglais pour travailler, je pense que c'est du passé. Je pense que chacun va de plus en plus pouvoir s'exprimer dans sa langue parce que l'IA fera une traduction en temps réel. Alors,
en espérant qu'elle arrivera à conserver les concepts sous-jacents. Ça sera un enjeu, mais je pense qu'on pourra de plus en plus s'exprimer dans sa langue sans passer par un espèce de sabir commun un peu uniformisateur qui serait, le cas échéant, l'anglais ou une autre langue. Donc ça c'est peut-être un message d'espoir que je voudrais communiquer aux uns aux autres. Merci. Bon, Bernard, si tu permets, je vais peut-être reprendre la parole. On avait dit que le webinaire se terminerait à 19 heures, donc je reprends la parole pour conclure, pour évidemment remercier nos deux panélistes qui ont été brillantissimes, et je le dis très sincèrement. Euh, la logique voudrait que je dise que tout ça a été merveilleux. Moi, je vais vous dire, je suis très frustré parce que j'avais beaucoup de questions à poser, tellement j'ai trouvé ce qui était dit passionnant. Et Bernard, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me donne très envie de poursuivre nos réflexions et éventuellement de vous donner rendez-vous dans quelques mois pour un nouveau webinaire sur la même question, parce que je crois qu'il y a vraiment, je pense que ça devrait beaucoup intéresser notre public. Pour l'anecdote, je me permets de vous raconter un petit truc qui m'amuse. C'est que le professeur Dupichot, qui a l'air extrêmement sérieux, comme ça, avec sa cravate, etc., et qui doit à l'instant se demander ce que je vais raconter, mais il ne doit pas s'inquiéter, euh, je l'ai vu chanter et surtout faire chanter un amphithéâtre entier à Douala on avait organisé avec l'association Henri Capitan un colloque à l'occasion des 30 ans de l'OADA. Et à cette occasion, il a réussi à faire chanter Joyeux anniversaire OADA à tout un amphi à Douala. J'avais trouvé ça très sympathique. J'espère que dans quelques années, on pourra chanter un joyeux anniversaire au Code européen des affaires. Et je vais peut-être laisser Bernard Vattier conclure la conclusion, dire un tout dernier mot, mais en tout cas, je vous remercie infiniment parce que c'était vraiment, vos deux interventions étaient passionnantes. Merci. Non, mais j'ai plus rien à dire, sauf que c'était remarquable. J'ai peut-être retenir une idée. On est en relation avec le barreau du Maroc et peut-être qu'avec l'association Capitan, on pourra peut-être envisager un colloque sur OADA au Maroc. Parce que les avocats marocains sont tout à fait ouverts à OADA, parce qu'en définitive, ça peut être un élément très important dans le développement de l'économie africaine, compte tenu de l'importance de l'économie marocaine. Voilà, donc ça fait partie des projets que nous avons en tête et nous retrouvons très certainement monsieur le directeur et monsieur le professeur pour continuer sur ce chemin que nous avons tracé aujourd'hui. Merci infiniment et bravo pour votre intervention à chacun. Merci Merci. à tous, en tout cas, pour votre écoute et pour votre invitation. Je voudrais simplement peut-être dire aux personnes qui nous suivent en ligne de ne pas hésiter à faire une petite page de publicité, à suivre peut-être l'association Henri Capitan sur ses réseaux, sur son LinkedIn et sur son Instagram, sur lequel il y aura des nouvelles en temps réel sur l'avancée de ce 28e régime, notamment ce Code européen des affaires. Et je serais très heureux de saisir cette invitation pour qu'évidemment on fasse quelque chose ensemble avec le CIB sur l'OADA à nouveau et le cas échéant au Maroc. Ça me paraît quelque chose de tout à fait fondamental. Voilà. Et merci, monsieur le directeur. Je suis très heureux de préparer ce webinaire avec vous et de faire plus ample connaissance. Et merci beaucoup pour votre présentation Oui, introductive très éclairante. Merci. juste aller dans le sens de ce que vous évoquez, ça vaut également pour le Code européen des affaires. On pourrait très bien faire un, un- un événement dans un pays comme la Bulgarie, la Roumanie en Europe, puisque nous avons la CIB est présente également dans ces pays-là et la même culture juridique commune. Et on est des défenseurs de ce code européen. Écoutez, je vous remercie avec grand plaisir. Mhm. Voilà, écoutez, bonsoir à tous et merci de votre attention en tout cas et de votre invitation. Merci, professeur. Merci, monsieur le bâtonnier. Merci, monsieur le président. Au revoir à tous. Bye.